Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, le fait du jour. Peut-on être de droite et professeur de droit ? Eh bien, pas pour tout le monde. À la Sorbonne, des syndicats d'ultra-gauche réclament le renvoi de l'avocat de droite Pierre Gentillet. Menaces, harcèlement en ligne, campagne d'intimidation. À l'origine de cette fronde, sa candidature aux dernières législatives sous la bannière du Rassemblement national. Pierre Gentillet est notre invité aujourd'hui. Bonjour maître. Bonjour. Qui veut la tête de Pierre Gentillet ? Pierre Gentillet, j'ai annoncé tout à l'heure, en annonçant le programme de cette émission, que le pilori avait été rétabli à la Sorbonne. Vous me direz, c'est une université médiévale, on a peut-être reconstitué une scène historique. Mais là, c'est vraiment ça. Vous êtes jeté au pilori parce que, en tant qu'enseignant, professeur de droit, vous avez eu, entre guillemets, le malheur de vous présenter sous l'étiquette du Rassemblement national dans le département du Cher. Alors le Cher, en plus, c'est la France très profonde, c'est le Berry authentique. Déjà, c'est suspect. Bah oui, le département du Cher. Et là, vous enseignez le droit. On s'est un peu renseigné. Vos cours de droit ne sont pas particulièrement orientés. Vous ne prenez pas ni la prise du Capitole, ni le renversement de Marianne dans vos cours. Et pourtant, eh bien, il y a eu un soviet, je permets de m'exprimer comme ça, un soviet qui a décidé de vous faire la peau. Et à grands coups de communiqués, de réunions publiques, de slogans, eh bien, on demande la tête de Pierre Gentillet. Qu'est-ce que vous avez fait de si grave, monsieur le professeur et cher maître, pour avoir le droit de tels honneurs de la part de l'extrême gauche? Je dirais que j'ai avant tout émis une opinion. Oui. C'est ça le délit principal. Mais je pense que dans leur imaginaire, il n'y a pas d'opinion en fait. Il y a leurs opinions et le reste du monde. Et le reste du monde doit être condamné. Cette opinion, vous l'avez pas émise pendant les cours, on est d'accord? Jamais. Vous l'avez émise pendant une campagne électorale d'un parti qui, à mon avis, est toujours légal. Aujourd'hui, c'est bien reconnu par la République, le Rassemblement national. Oui, il n'est pas interdit. D'accord. Connaissance. Et non, je n'ai. D'ailleurs, c'est intéressant qu'on me pose la question parce que c'est presque suspect finalement si je comprends un prof qui n'est pas de gauche. Je parle pas pour vous, mais on me pose la question de plus en plus en me disant mais est-ce que vous y êtes pas de prosélytisme pendant les cours? Je dis mais pourquoi voudriez-vous que j'en fasse, surtout quand j'enseigne des matières comme le droit des contrats, le droit des sociétés, bon, peut-être un peu plus sur des matières philosophiques comme la philosophie du droit, le droit constitutionnel, mais pourquoi cette présomption tout d'un coup, présomption qu'on n'applique pas, ce doute, plutôt qu'on n'applique pas à des professeurs de gauche qui enseignent à la Sorbonne et Je vous interromps 2 secondes, Pierre Gentillet. Nous aurions eu la même sur Sud Radio attitude si un professeur de droit classé à gauche ou au Parti communiste ou à France Insoumise avait été insulté dans une université dite de droite et interdit de cours. Ça aurait été l'indignation, il était la même. Mais c'est plus souvent. Vous reconnaissez que c'est quand même plus souvent d'un côté que de l'autre, ce genre de phénomène. Mais je vais vous dire quelque chose, c'est mon sentiment, j'en ai fait état il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, avant de vous avoir au téléphone, un professeur à la Sorbonne. Si je n'avais pas été un candidat RN, mais un candidat à la France Insoumise ou un candidat socialiste, et que des syndicats de droite faisaient des communiqués envoyés à tous les étudiants de la Sorbonne. Il faut bien comprendre que c'est des dizaines de milliers d'étudiants maintenant. C'est pour ça qu'on me met aussi quelque part, je le regrette, mais c'est quand même me mettre une cible dans le dos, cette histoire, surtout les noms d'oiseaux qui m'affublent. Si ça avait été fait par des syndicats de droite, j'ai l'intuition que les réactions auraient été différentes, tant au niveau médiatique qu'au niveau de l'université. Moi, j'ai vu passer des articles, pardonnez-moi, mais délirant. Je suis désolé, je ne veux pas attaquer vos confrères, mais quand je vois un article du Parisien qui à aucun moment ne mentionne que ce sont des syndicats d'extrême gauche et qui titre « Des étudiants réclament le départ de leur professeur », sachant que c'est des minorités d'extrême gauche, Oui, c'est pas honnête. Le traitement médiatique aurait été forcément très différent et que vous auriez eu des sujets à bien plus haut niveau et que les réactions auraient été plus rapides. Ça, vous êtes prof de droit, Pierre Gentillet. Il y a beaucoup de journalistes aujourd'hui qui se prennent pour des procureurs de la République et leurs articles sont des réquisitoires. C'est un phénomène assez récent, mais qui prend une ampleur très inquiétante. Mais parce que nous sommes dans une guerre aujourd'hui, je le mesure de plus en plus et à tous les niveaux. La guerre est partout, elle se rapproche, on nous dit, mais il y a aussi une guerre d'opinion. On le voit avec les médias qui se radicalisent, on le voit avec l'université qui se radicalise. C'est pas une lapalissade de le dire, la société est bien plus conflictuelle aujourd'hui qu'elle ne l'était. Par exemple, quand j'ai commencé à enseigner à l'université, il y a près d'une dizaine d'années, il y a 8-9 ans. Ça, c'est sûr, c'est certain. Il y a des idées acceptables, il y a des idées inacceptables, il y a de la malpensance et de la bien-pensance. On n'est plus dans la confrontation ou même le dialogue ou le débat. On est dans le dénigrement, on montre du doigt. Et là, je considère que vous avez été lynché.
Vous avez le droit d'avoir vos opinions, on a le droit de vous critiquer, c'est pas le problème. Mais en tant que prof de droit, vous avez été lynché. Alors, je vais vous dire une chose. Alors, j'espère que ce mot ne trouvera pas une incidence physique, parce que pour l'instant, effectivement, c'est uniquement sur les réseaux sociaux. Je tiens à dire. Je dis bien lynché verbalement et mentalement, bien sûr. Non, mais votre question est très légitime. Votre interrogation est très légitime. Ça me permet de vous dire que j'ai sollicité effectivement une protection au vu déjà en fait des acteurs en fait qui réclament mon renvoi, c'est en fait des acteurs d'extrême gauche, d'ultra gauche. Oui. J'étais au téléphone avant avec un journaliste du service public, vous voyez. Je vous le dis pour qu'on comprenne bien aussi face à quoi on est quand on est dans ce genre de polémique. Et je sais que ce journaliste va me qualifier d'extrême droite. Et je sais que quand je lui ai parlé des syndicats, notamment ou du site internet Révolution Permanente, qui est un peu le pendant éditorial de la Jeune Garde, vous voyez, ce groupuscule d'extrême gauche qui a été dissous, violent. Tout à fait. Encore malheureusement un petit peu actif dans certains cortèges. À aucun moment le journaliste n'a admis que c'était un groupuscule d'extrême gauche. Vous voyez, donc c'est aussi face à ça qu'on est, c'est-à-dire on est face à des gens de mauvaise foi qui vous salissent. Et ça, vous êtes un peu impuissant face à ça, surtout quand vous n'êtes pas soutenu derrière. Et c'est pour ça que quand je vous parlais de lynchage, je réagissais, parce que il se trouve que c'est un de mes étudiants qui a alerté, peut-être n'imaginait-il pas toute l'ampleur de la polémique, mais qui a alerté les mouvements d'ultra-gauche. Et donc, ces mouvements d'ultra-gauche savent où j'enseigne, à quelle heure j'enseigne, quel jour j'enseigne. Donc si je n'ai pas de protection... Une protection policière, Pierre Gentillet, ou une protection interne à l'université ? Interne à l'université. Vous savez qu'il faut un accord d'université pour faire entrer la police. Et je ne souhaite pas que la police entre à l'université. Moi, en fait, je l'ai demandé pour le principe. Pour être tout à fait honnête, j'irai à mes cours quoi qu'il arrive dans 2 semaines. Et il se passera ce qui se passera. Et je ne reculerai pas. Je fais cours depuis 8-9 ans. Je n'ai pas l'intention de m'arrêter de faire cours. Pierre Gentillet, je ne voudrais pas faire de comparaison tragique, mais nous avons eu des faits épouvantables, il y a quelques années en France, concernant des enseignants, qui étaient partis d'un signalement d'une élève qui avait signalé que tel prof avait tenu des propos... polémique, et vous savez comment ça s'est terminé. Je ne veux pas citer non, parce que je ne veux pas qu'on compare à votre situation. Je ne veux pas me porter malheur, et aussi voilà. C'est pour ça que je ne fais pas allusion, mais tout le monde a compris à quoi je faisais allusion. Ça commence souvent avec quelque chose d'insignifiant. Oui. Non, mais ce qu'on attend surtout, c'est un peu de réaction. Je vous dis, moi, je suis pas surpris, mais je suis effectivement toujours un petit peu déçu. J'ai quelques soutiens, je le mentionne, mais j'ai quelques soutiens de collègues quand même qui sont arrivés depuis qu'on parle un peu de cette affaire depuis 1 ou 2 jours. Donc c'est toujours ça, mais pour être tout à fait honnête, c'est bien peu de choses en réalité. Ça traduit un état d'esprit à l'université que je déplore. Je sais que toute l'université est au courant, et c'est ce qui fait, voyez, aujourd'hui que là, au moment où je vous parle, je ne suis pas à Paris, je ne suis pas à l'université, et heureusement que c'est les vacances, parce que je ne pourrais pas entrer dans l'université, je pense. Je rappelle que vous avez été candidat pour le RN. Je rappelle que vous êtes passé par l'UMP. Vous pourriez venir dans le RN, il y a une mouvance plurielle. Vous pourriez venir éventuellement d'une tendance peut-être plus radicale de l'extrême droite. Ce n'est pas du tout votre cas. Vous faites partie, comme beaucoup élus de droite, qui ont considéré une évolution normale. Vous êtes dans le système démocratique, vous êtes dans l'ordre républicain. Les gars, je suis quelqu'un d'assez sage. Rassurez-vous. Je suis pas un excité. Vous savez, je voulais vous le dire, j'ai reçu beaucoup plus de témoignages de mes anciens étudiants et même d'actuels étudiants que d'enseignants, collègues. C'est déjà ça. L'autorité de la Sorbonne vous dit quoi, vos instances ? Il y a un geste, il y a un mot, il y a une considération minimum ? Rien. Quand vous dites rien, c'est rien. C'est rien du tout. Non, c'est rien du tout. C'est hormis d'anciens collègues de l'université, je sais qu'ils sont au courant. Je sais qu'ils ont même lu le texte que j'ai publié sur les réseaux, qui aujourd'hui a cumulé pas loin de 700 000, 800 000 vues quand même. Rien que sur mon texte. Donc c'est vous dire que toute cette affaire a fait des millions de vues. Donc bien sûr que la Sorbonne est au courant, mais cette affaire commence depuis jeudi. Je me suis exprimé vendredi en fin de journée. Nous sommes lundi midi. Je n'ai à ce jour vu aucune réaction publique de l'université, même sans pour autant me nommer. Il pourrait rappeler des principes aussi simples que la liberté d'opinion, la liberté d'enseigner. Je constate qu'il y a certains droits qui sont ouverts à certaines personnes qui ont certaines opinions et pas d'autres. Pierre Gentillet, les temps ont bien changé. Je me souviens d'une sommité de l'université française, un professeur à l'Institut qui était Jean-Pierre Vernant, professeur de philosophie, qui parlait le grec couramment, ami intime de mes parents, communiste convaincu, marxiste-léniniste, j'allais dire intégriste pour l'époque malgré son intelligence. Jamais
jamais pendant ses cours, et il devait y avoir certainement des étudiants, j'allais dire de la bourgeoisie ou dont la famille était de droite, jamais, et il le signale lui-même, il n'a eu la moindre remontrance. Voilà, c'est hallucinant. Alors c'était il y a 40 ans ou 50 ans, je suis d'accord. Et aujourd'hui, un avocat qui enseigne le droit et qui n'enseigne que le droit à la Sorbonne, j'allais dire à l'Université de la République, est aujourd'hui confronté à une situation qui n'est pas républicaine, qui n'est pas démocratique, j'allais dire qui n'est pas morale. Alors d'autant que, faut faire une précision, vous avez raison de rappeler que je suis avocat, que je suis enseignant. J'ai hésité à me lancer dans une carrière universitaire il y a une dizaine d'années, mais j'ai bien fait d'ailleurs, parce que mes revenus principaux ne viennent pas que de l'université. Mais ce sont des revenus quand même. Parce que si je m'étais lancé pleinement dans l'université, vous voyez à quoi ça aurait abouti. Parce que il y a quelque chose qu'il faut avoir en tête et sur lequel j'insiste. C'est une chose que j'ai une protection, c'est une chose que je puisse continuer à donner mes cours à la fin de l'année, mais il y a aussi autre chose maintenant que j'attends et sur lequel je suis le plus pessimiste, c'est je suis un enseignant contractuel, c'est-à-dire le plus petit niveau, et je ne le fais que par passion et par fidélité aux enseignements, à mes étudiants et à des professeurs qui m'ont fait grandir. Je compte continuer à enseigner les années qui suivent et je comptais le faire aussi longtemps que cela est possible. Je ne sais pas si l'an prochain je serai reconduit. C'est tout à votre honneur. Pierre Gentillet, vous nous tenez informés de l'évolution de cette affaire et Sud Radio sera à l'écoute de l'évolution de ce dossier que je considère comme lamentable. Merci d'avoir été avec nous. Vous restez avec nous parce qu'on va parler de ces jeunes qui ont été félicités pour avoir rempli leur travail d'intérêt général. Ah, moi, ça m'a assuré quand même qu'ils soient félicités. Les pauvres, s'ils étaient rentrés chez eux sans qu'on leur dise rien, quelle humiliation. Et pour réagir, 0826 300 300, à tout de suite. Sud Radio, la France dans tous ses états, les perles du jour. 9 jeunes condamnés à des travaux d'intérêt général ont été félicités, oui, au cours d'une cérémonie officielle à Toulon. Félicités donc pour avoir accompli leur peine, Perico. Oui, alors... J'allais dire, au départ, on a 9 jeunes qui ont fait des bêtises, ils ont été condamnés, ils ont troqué le balai contre la cellule, ils ont nettoyé le quartier sensible qui s'appelle la Florade à Toulon, et puis ça s'est conclu par une cérémonie officielle au Théâtre de Liberté, dans un théâtre, voilà, avec les instances qui étaient là, pour les féliciter d'avoir accompli leur peine. Alors, il faut faire la part des choses, c'est pas nul en soi. Mais on peut avoir une partie d'instruction civique en disant vous avez fait une bêtise, voilà, vous avez accompli votre peine, si je puis dire, et c'est bien. Mais de là faire une cérémonie pour les féliciter, on se demande si la félicitation portait seulement sur le fait qu'ils aient accompli correctement leur peine de travaux publics, ou si on les félicite de ce qu'ils sont et d'avoir accepté une situation. C'est bien que vous ayez accepté votre peine. Il y a une ambiguïté sur ce terrain et je comprends pas qu'il n'y ait pas eu plus de réactions. Autre chose est d'accompagner des jeunes qui sont aujourd'hui dans des quartiers sensibles, qui peuvent commettre des bêtises. Faut les encadrer. Comprend que toute peine mérite non pas salaire mais mérite sanction, voilà, tout défaut, toute entrave à la loi, qu'il y ait un encadrement pédagogique, qu'il y ait un enseignement citoyen, qu'il y ait une démarche républicaine pour dire voilà, vous restez des citoyens, c'est bien, mais la cérémonie qui donne, je veux dire, à quand le mérite national de la délinquance, le mérite de la délinquance, et puis alors, je vais pas dire une légion d'honneur, je vais pas insulter ce titre tout à fait respectable bien sûr, mais on a l'impression que ils peuvent se dire, eh bien si je fais une bêtise, je vais donner un coup de balai, j'aurai un travail d'utilité publique, et puis ça se finira par malgré tout une récompense. Voilà, je pense que ça peut être mal interprété. Je crois que l'idée de dire c'est bien que vous ayez accepté votre peine est une chose, et d'en faire une cérémonie, voire une toffe, pour dire vous êtes des petits génies, c'est comment quelque vous chose. Parlez enfin Je sais pas, mais je pense que c'est peut-être le langage qu'on a utilisé là-bas. En tout cas, le risque de confusion dans la tête des jeunes, voilà. Eh bien, il est énorme, et je m'étonne qu'il n'y ait pas eu de la part vraiment des instances de la République locale, que la préfecture et autres, ou la mairie de Toulon, n'ait pas dit, attendez, une chose, et qu'on leur dise c'est bien, voilà, terminé. Voilà. Alors je ne sais pas, à la sortie, quand le président de la République sortira de la santé, je propose qu'on envoie la garde républicaine avec les fanfares, qu'on l'amène à l'Arc de Triomphe, et qu'on lui dise l'ancien président Sarkozy a accompli sa peine avec beaucoup de dévotion, de sérieux. Voilà, il est appliqué, il a été extrêmement correct. On va faire une petite médaille. J'irai revoir ma Normandie, c'est le pays qui m'a donné le
Un conflit, que dis-je, une polémique nationale. Mais où le Mont-Saint-Michel se trouve-t-il donc? En Bretagne ou en Normandie? Maude, pouvez-vous me dire enfin le 27 octobre 2025 où, nom de Dieu, se trouve le Mont-Saint-Michel? Lourde tâche, hein, Perico. Normand ou breton, telle est la question. Alors, si vous êtes parisien, ça vous passe peut-être au-dessus de la tête, mais ne vous avisez surtout pas de dire à un breton que le mont est normand ou inversement. Vous pourriez vous prendre une boletite dans le nez et ça fait mal. Sauf que cette querelle multiséculaire a donné une idée insolite à un couple concerné. Elle est normande, lui est breton. L'appartenance du Mont-Saint-Michel peut désormais se jouer à coups de dés. L'idée est née sur le sentier des douaniers, le GR34 précisément, au cours d'une randonnée. Rémi et Anaël songent au départ à créer un jeu sur le célèbre sentier avec pour arriver le Mont-Saint-Michel. Finalement, le concept évolue et le couple décide de jouer à la guéguerre entre bretons et normands. Ah, ça consiste en quoi exactement? Ça me passionne ce jeu. Oui, c'est un jeu de stratégie qui se joue de 2 à 4 joueurs. Chaque joueur choisit un camp, breton ou normand, et construit son chemin tuile après tuile pour atteindre le Mont-Saint-Michel. Le but est évidemment d'arriver le premier. Le jeu est intitulé Breton ou Normand, la bataille du Mont-Saint-Michel. Il est vendu en 2 éditions, une édition normande, une édition bretonne. Alors pas sûr que ça réconcilie les 2 parties, mais ça peut quand même faire un beau cadeau de Noël. Et pourtant, j'ai ma petite idée sur la question. Vous connaissez la formule célèbre. Et le Couesnon, dans sa folie, mit le mont en Normandie. Si le Cono est un fleuve normal, psychologiquement normal, vous voyez, avec médicaments et tout, bah il l'aurait mis, puisqu'il l'a mis en Normandie dans sa folie, donc dans sa raison, il l'aurait mis en Bretagne. Alors, je vais apporter une petite touche historique. Le mont Tombe a été érigé en monastère par Aubert, évêque d'Avranches, en 708. Eh ben, je suis désolé, j'ai tout vérifié. En 708, ce territoire-là est sous dépendance de la Bretagne. La Bretagne est même un royaume. Le roi s'appelle Salomon. Il y a eu des rois de Bretagne, Salomon, Érispoé, Nominoé. Et ce n'est qu'en 1020 que le duc Richard de Normandie décide que ce petit bout de territoire devient normand après quand même des bagarres. Et un des ducs de Bretagne, qui s'appelle Conan, est enterré au Mont-Saint-Michel en 992. Je vous jure que si le Mont-Saint-Michel avait été en Normandie, le duc Conan de Bretagne n'aurait jamais accepté d'être enterré au Mont-Saint-Michel en Normandie. Donc, on va trancher tranquillement un jugement de Salomon. Ça tombe bien, Salomon, c'est le nom du duc de Bretagne. Et le mont naquit breton, il est devenu normand. Personne ne conteste plus la normandité du Mont-Saint-Michel à Normandie, mais nous n'oublierons jamais que ce furent des Bretons qui le fondirent. Je vous propose un tango, Perico. Un petit tango argentin. Oh, Carlos Gardel. Enfin bon, c'est merveilleux. D'ailleurs, c'est dommage qu'on soit pas à la télé parce que on l'aurait dansé ensemble. Volontiers, bien sûr. On aurait fait exploser l'audience. La presse française le disait mort. Javier Milei a ressuscité. Le président argentin a remporté les élections législatives haut la main ce week-end. 40,7% des suffrages au niveau national. Ça veut dire 9,3 millions de voix contre seulement 31,7% pour la coalition péroniste Fuerza Patria. Une performance bien au-dessus des attentes et de certaines espérances, Perico. Alors, Maude, chers amis auditeurs de Sud Radio, nous ne sommes pas en train de vous expliquer que le président Milei est un génie et que la situation argentine est paradisiaque. On veut seulement dire aux experts, aux météorologues de la politique qui depuis des années, pas seulement en Argentine, en France, aux États-Unis, nous expliquent attention danger, les barbares reviennent, les loups sont entrés dans Paris, le fascisme est à vos portes, voilà, et qui donnent des prescriptions en disant il est impossible que autre alternative survienne que l'élection du bon candidat. On se souvient de Madame Harris, on se souvient même du temps de Reagan. Donc soyons très prudents lorsqu'on annonce des scores électoraux, lorsqu'on annonce des débâcles. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur le président Trump? Et là, je vois aujourd'hui sur les plateaux de télévision des gens qui disaient pique-pendre de Donald Trump il y a quelques semaines, allez, je suis gentil, il y a quelques mois, considérer que finalement, il n'est pas si mal que ça, mais qu'on n'avait pas bien compris qu'il était. Je n'oublierai jamais une nuit d'élection, lorsque George W. Bush, jeune, a été élu, jusqu'à 1h, j'étais en voiture avec Jean-François Kahn, nous rentrions de Bourgogne. Et on avait les experts sur tous les plateaux radio qui expliquaient pourquoi Al Gore ne pouvait que gagner. Voilà. Donc, et retournement vers 2h40. Et là, les mêmes nous expliquent en 20 minutes pourquoi Bush
pourquoi Bush ne pouvait pas perdre. Voilà, c'est formidable. Voilà. Et là, on a Milei, à qui on a prédit pique-pendre. Eh bien, le peuple argentin, consulté de façon souveraine, c'est encore une démocratie, a trouvé que finalement Milei, il n'était pas si abominable que ça, et on lui laisse une chance pour mener sa politique économique. Bon. C'est vrai que les États-Unis aident l'Argentine. Moi, j'ai toujours connu l'Argentine, j'ai 66 ans. Depuis 76, c'est un pays qui est totalement en faillite. Je me dis, mais finalement, la faillite, c'est pas si grave que ça, mais des faillites tragiques, avec une dictature, des guerres. Bon, ben, l'Argentine est toujours là. On continuera à danser le tango. Bonne chose au président Milei et surtout à nos collègues, nos chers confrères qu'on aime, qui nous appellent s'ils ont un doute. On va leur dire comment on gère un pronostic électoral et un pronostic politique. Prudence, mesure, on regarde. Et puis surtout quand le suffrage universel s'est prononcé, comme en 2005 au traité constitutionnel, on traite pas le peuple de fasciste, de xénophobe, d'égaré, d'abruti. Voilà, c'est un vrai démocrate. Il accepte la réalité. Et j'ai l'impression que quelquefois nos confrères, nos prescripteurs ont du mal à accepter la réalité. Afuera. Sud Radio, la France dans tous ses états, ne lâchons rien. En partenariat avec les chambres de commerce et d'industrie, les réussites du quotidien. Alors nous repartons à Issoudun. Vous voyez, on aurait été souvent dans le Berry aujourd'hui, et à Issoudun, nous sommes dans une entreprise. Alors, ce n'est pas. C'était une boulangerie, je crois, la dernière fois. À Issoudun. C'est possible, oui. Non, une charcuterie. Les absolument. Issoudun-Dunoise. Et là, nous sommes dans une société atelier mécanique général Issoudun-Dunoise. C'est Monsieur Hervé Roustelot qui est avec nous, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Bonjour, Monsieur Roustelot. Pouvez-vous nous décrire votre activité en quelques mots? Alors, on est une entreprise qui a 35 ans d'existence. On faisait de la sous-traitance pour un fabricant de sièges d'avion qui est situé à Issoudun. Oui. Essentiellement de la commande mécanique pour commander l'inclinaison des dossiers. Et on a diversifié l'activité depuis quelques années, avec du drone professionnel et des batteries pour les bateaux électriques dans les ports, les bateaux de l'amarrage. C'est pointu quand même comme technologie. Relativement, oui. Même si ça reste essentiellement de l'assemblage mécanique, on a aussi un petit peu d'électronique et puis de l'électricité, des choses pour lesquelles il a fallu qu'on se forme. Votre entreprise se porte bien économiquement? Alors, en 2020, on a connu une baisse de 60% du chiffre d'affaires. Avec le Covid? Exactement, parce qu'on travaillait que pour l'industrie aéronautique. Donc ça a été assez catastrophique. Là, on est revenu au niveau du chiffre d'affaires de 2019. Vous avez remonté la pente, si je comprends bien. Exactement, grâce à la diversification. Et aujourd'hui, on pense que d'ici 3 ans, on devrait doubler le chiffre d'affaires. Et d'ici 5 ans, arriver à tripler le chiffre d'affaires actuel. Pourquoi? Vous êtes devenu plus performant, plus concurrentiel? Pas complètement. C'est qu'on s'est diversifié avec des nouveaux marchés qui sont très porteurs, comme essentiellement les batteries pour les bateaux de l'amarrage. Ce sont les bateaux qui vont chercher les amarres des gros paquebots dans les ports pour les amener vers les systèmes d'amarrage à quai. C'est une belle activité. Hervé Roustelot, bravo, hein, ne lâchez rien. Et la preuve que lorsqu'on a de la détermination, eh bien, on peut surmonter les épreuves comme celles que furent le Covid. À bientôt, merci beaucoup. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, Perico Légas, Maud Koffler. Les débats ont repris ce lundi matin à l'Assemblée nationale autour du projet de loi de finances du gouvernement et certaines mesures provoquent déjà la gronde des élus locaux. C'est le cas du maire des Herbiers, Christophe Hoggard, inquiet de l'impact que pourrait avoir la suppression de la compensation de la baisse des impôts de production. Cette mesure priverait la commune de 30% de son autofinancement dans un territoire marqué par l'un des plus faibles taux de chômage de France grâce au développement de son industrie. Une question se pose donc, l'État veut-il la mort de l'industrie française? Christophe Hoggard est notre invité. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Bonjour Christophe Hoggard. Christophe Hoggard, j'ai traversé votre commune il y a 2 ans. Je vous jure que ce que je veux vous dire est sincère. Je me suis dit, mais est-ce qu'on est bien en France? Pour une commune de votre échelle, j'allais dire l'échelle en gros d'une sous-préfecture
il y avait une profusion d'enseignes, une vie économique, et j'ai dit à mon épouse, mais c'est pas possible, c'est une petite Napa Valley. Alors je ne compare pas, la Napa Valley c'est la Napa Valley, Herbier c'est les herbiers, mais j'ai vu qu'il y avait une dynamique, une richesse, un enthousiasme. Alors, comme je venais de voir Bruno Retailleau, j'avais compris que les Vendéens étaient des gens entreprenants et courageux et qu'on se levait de bonne heure et qu'on n'avait pas peur du défi. Mais j'ai compris qu'il y avait des territoires français où, si on se retroussait les manches et qu'on réfléchissait un petit peu, on pouvait s'en sortir et ne pas tomber dans la fatalité d'une mondialisation, d'une globalisation qui nous ruine. C'est bien ainsi qu'il faut défendre les herbiers. Est-ce que ça vous va comme définition ? Alors d'abord, merci de m'avoir invité. Effectivement, vous avez tout compris. Les herbiers, c'est un peu la preuve que encore aujourd'hui, malgré les contraintes, malgré le contexte, la conjoncture, les réglementations, il est encore possible de faire des choses en France. Et on est encore capable de réussir. Alors on n'est pas les seuls en France, mais on fait partie de ces territoires qui effectivement suscitent un espoir aux Français. On a le plus faible taux de chômage de France aujourd'hui. On a 17 000 emplois sur la ville des Herbiers, 17 000 habitants, 14 500 emplois. Voilà, on a des industries, une base industrielle très forte, 34% des bases sont industrielles, comparé à la France où on est à 15%. Donc effectivement, on est un territoire petit mais très dynamique. Comment peut-on expliquer le miracle des herbiers, ce tissu économique, cette énergie, cette dynamique? C'est presque contradictoire parce qu'on nous explique en France aujourd'hui, à cause des normes, de l'immobilité politique, du manque de courage, de la démission des élus, eh bien on peut plus rien faire. Comment se fait-il qu'aux herbiers, vous, Christophe Hogarth, et vos prédécesseurs bien sûr, soyez arrivés à faire de cette commune de France et de Vendée un exemple que tout le monde devrait suivre? Est-ce que vous avez un secret de fabrication ou de recette? C'est extraordinaire. Alors déjà, c'est pas un miracle, c'est d'abord un état d'esprit. Nous, on croit plutôt qu'au miracle, à la capacité de travailler ensemble. On est extrêmement solidaires les uns des autres, entre les élus, les entrepreneurs. Les entrepreneurs également entre eux, ils se donnent du travail beaucoup, ils chassent en meute et en fait c'est cet état d'esprit d'entrepreneuriat. Enfin, on n'attend pas tout de l'État. L'État, au contraire, chez nous, c'est plutôt une menace quand l'État se préoccupe de ce qui se passe chez nous. C'est que ça sent pas bon. Donc en fait, au contraire, ici, on attend de la liberté, on attend de respirer. Et c'est exactement ce que le projet de loi de finances ne nous permet pas de faire. En tout cas, c'est cette menace qui pèse sur nous et qui va nous empêcher de produire et empêcher de performer. Je rappelle que vous êtes la commune où se trouve le Puy du Fou. Et que le Puy du Fou, c'est un témoignage historique sur les gloires de la France et le courage de ceux qui ont su se battre. Concrètement, aujourd'hui, Christophe Hogarth, il y a le projet de loi de finances du gouvernement Le Cornu. On sait que les communes françaises ne cessent de cumuler les pertes de dotation. Là, vous avez l'air de dire que cette fois-ci, sur ce projet de loi de finances, vous vous sentez vraiment menacé. À quel niveau ? Alors effectivement, ça fait plusieurs années maintenant que l'État vient taper dans la poche des collectivités qui, je le rappelle, votent des budgets en équilibre. Nous, une dette comme celle de la France, ce n'est pas possible dans les mairies ou dans les collectivités territoriales en général. Donc c'est pas la première fois qu'ils viennent taper dessus. Nous, par exemple, on avait une dotation globale de fonctionnement de la part de l'État il y a 10 ans qui était de 2 millions d'euros par an. Aujourd'hui, on est à 0. Donc c'est des compensations en moins, etc. Et malgré tout ça, on réussit. Sauf que là, ça va vraiment plus loin. On a un article dans le projet de loi de finances qui qui prévoit de réduire nos compensations justement industrielles et qui va nous menace à hauteur de 30% de notre capacité à investir. C'est-à-dire qu'en fait, si le projet de loi de finances est voté en l'état, c'est 30% de capacité d'investissement que nous n'aurons plus pour accompagner le développement économique. Nous, on a besoin de routes, on a besoin de logements, on a besoin de modes de garde, des crèches, etc. Et en fait, on va plus pouvoir faire ça puisqu'on va devoir renoncer à beaucoup d'investissements. Et ce faisant, on va clairement freiner l'industrialisation et le dynamisme économique que nous avons ici. En fait, cette dotation, elle n'est pas directement investie dans les projets économiques que vous soutenez, mais effectivement, c'est la logistique, c'est le fonctionnement de la commune, de la cité, c'est les transports, ce sont les voiries. Cette baisse-là, cette coupe, elle n'est pas la première. Vous en avez déjà subi quelques-unes. Celle-ci serait plus importante que les autres ? Ah oui, clairement. Non, clairement, là, c'est la fin même de notre modèle, en fait. Ça va vraiment trop loin. Mais des réformes comme celle-ci, on a pu en avoir
encore cette année 2025, on a le fameux Dilico, qui est un dispositif qui vient nous ponctionner comme ça à la communauté de communes du Pays des Herbiers 250 000 euros, à la ville 110 000 euros. On nous baisse l'équivalent de ce qu'on avait pour la taxe professionnelle d'année en année. Donc en fait, l'État il vient réduire les compensations qu'on avait, qui étaient des taxes locales à l'époque, et justement pour renflouer ses propres caisses. Mais en fait, on est en train de tuer un peu la poule aux œufs d'or, parce que ce sont des territoires comme les nôtres qui sont très industriels, qui font en sorte que la France tient encore debout en fait. Et c'est ça le sujet de fond. Est-ce qu'en me faisant l'avocat du diable, je pourrais vous dire, mais écoutez, Christophe Hoggard, vu les performances économiques de votre commune, les moins 30%, ça va vous faire moins mal qu'une autre commune qui n'a pas le réseau économique que vous avez développé? Alors en fait, l'argent que nous n'allons pas avoir, en fait, ça tape plus fort chez nous que des territoires qui ne sont pas industriels. Les territoires qui ne sont pas industriels, cette coupe, en fait, parfois, elle peut être très légère. Chez nous, il y a un impact très important. C'est-à-dire qu'en réalité, on est en train de flinguer véritablement les territoires industriels prometteurs qui, encore une fois, font en sorte que la France tienne debout. C'est ça le sujet de fond. La question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut pour la France. On ne peut pas dire d'un côté, on veut réindustrialiser la France, le Made in France, etc. Mais enfin, le Made in France, c'est chez nous que ça se passe. C'est nous, on le fait au quotidien, le Made in France. Et en fait, bien sûr, on peut dire, vous avez des problèmes de riches. Mais en fait, la France a un problème aujourd'hui, c'est que justement, il n'y a plus de richesse. Et qu'on est en train de tuer et d'asphyxier les territoires qui créent la valeur ajoutée, qui créent de la richesse pour la France, qui lui permettrait justement de se redresser et peut-être de combler sa dette un jour. Nous sommes bien conscients, Christophe Hoggard, que le vrai remède, la vraie solution politique à la crise que l'on traverse depuis des décennies, et là on touche le fond, c'est de recréer des richesses en France. Jean-Pierre Levade, ancien patron du Crédit Lyonnais, disait le modèle social français, c'est tout simplement de l'argent qu'on est allé emprunter à l'étranger parce que ce sont des richesses que nous ne produisons pas en France. Produire des richesses en France, et c'est b.a.-ba de l'économie, c'est de l'emploi industriel marchand, et c'est ça qui crée et des emplois, donc des cotisants pour les impôts et des cotisants pour les retraites, et qui crée un réseau économique qui enrichit un territoire. C'est le b.a.-ba. Il y a qu'à avoir des dirigeants politiques qui comprennent qu'aujourd'hui, est-ce que l'Europe peut servir à sortir de ce merdier avec la préférence communautaire? Là, j'ai l'impression que vous êtes victime du cumul de toutes les aberrations politiques économiques qu'on a alignées les unes après les autres depuis 40 ans. En fait, pour nous, le sujet vu d'ici, alors encore une fois, nous sommes un territoire un peu comme les autres, on voit ça un peu de là où nous sommes, on voit ce qui se passe à l'échelle nationale et à l'échelle européenne. Je vais reprendre une phrase de Clémenceau qui est enterré à 8 km d'ici, qui dit « La France est un pays extrêmement fertile. » À Mouilleron en Parède. Et il pousse des impôts. Voilà. Ouais. Et en fait... Donc déjà, vous vous rendez compte, ça va faire 100 ans bientôt que le président Clémenceau a prononcé cette phrase. Je suis très inquiet quand je la connais, cette citation. On se dit, mais ça a évolué depuis. Eh bien, on en est encore là. Ça a évolué en mal. On voit bien aujourd'hui, il y a tellement de normes dans tous les sens qu'on est totalement en manque de liberté. On a un État qui s'auto-nourrit, on a un État qui crée ses propres contraintes et qui finalement grossit et qui fait son beurre sur le quotidien de tout le monde en fait, des entreprises, des collectivités, etc. Vous avez alerté vos élus, vos parlementaires, vous avez des députés, des sénateurs, sûr. Le budget est en train d'être débattu d'abord à l'Assemblée, ensuite au Sénat. Ils sont conscients de vos enjeux, ils ont porté la parole de ce que les herbiers attendent de la part du gouvernement comme soutien, ou en tout cas pas de bâton entre les roues. Non. Alors, on a des parlementaires qui sont évidemment très attentifs chez nous, puisque la députée Véronique Besse de la circonscription est ancien maire des Herbiers également. Donc, on a eu une réunion avec les collègues voisins, parce qu'en fait, on est ensemble dans un territoire d'industrie. Donc, on a eu une réunion avec notamment nos voisins de Montaigu, avec Sébastien Martin, le ministre de l'Industrie, vendredi dernier. On a pu dire aussi ce qu'on avait à dire. Donc, les territoires industriels comme les autres sont représentés soit par la vie parlementaire, soit en direct, puisqu'on a accès aux ministres pour leur dire exactement ce qu'on ressent, la manière dont on voit les choses, les menaces que ça pèse sur nous et la menace que ça fait peser sur la France entière, puisque l'industrialisation, elle passe par nos territoires et par la vitalité de nos territoires. Donc oui, tout le monde est bien au courant. On a alerté dans tous les sens et on espère bien être entendu.
Maude Koffler. Christophe Hogard, vous allez peut-être me trouver un peu caricatural dans ma question, mais Les Herbiers hébergent le Puy du Fou, l'immense entreprise de Philippe de Villiers qui a créé de nombreux emplois, qui fait travailler de nombreux artisans dans la région. On prête à Philippe de Villiers des ambitions présidentielles. Est-ce qu'à votre avis, ce serait une bonne chose qu'un entrepreneur finalement prenne la tête de l'État, un entrepreneur comme Philippe de Villiers ? Alors en France, ce qui manque le plus, me semble-t-il, mais je pense que la plupart des élus locaux seront comme moi et penseront la même chose. Ce qui manque le plus en France, effectivement, c'est du bon sens, de ne pas avoir des élus ou des ministres qui sont totalement déconnectés du terrain. Et surtout, la vertu qui manque le plus, c'est le courage. Nous avons des ministres, nous avons des grands élus nationaux qui n'ont plus aucun courage ou qui n'ont plus la capacité à être courageux. Et c'est un vrai sujet pour nous puisque effectivement, on ne peut pas aujourd'hui poursuivre le développement de la France et son redressement dans un contexte où en fait personne n'ose aller de l'avant et n'ose dire des choses et n'ose avancer, que ce soit dans le domaine économique ou bien sûr tous les autres. Donc ce serait le bon profil, Philippe de Villiers, Christophe Hogard ? Philippe de Villiers, je ne sais pas si c'est dans ses ambitions, il faudra lui poser des questions. On lui posera. Je ne sais pas. Oui, et puis on rappelle que Philippe de Villiers n'est pas qu'un homme d'entreprise, c'est d'abord un homme politique, c'est un leader, effectivement. Mais je pense que Philippe de Villiers lui-même a peut-être envie de passer la main à des gens qui mèneront le même combat avec les mêmes valeurs. En tout cas, vous témoignez, Christophe Hogard, de la détermination, est-ce que je peux me permettre de dire le peuple vendéen, parce que voilà, il n'y a pas que les herbiers, c'était évidemment un fleuron économique en Vendée. Je connais d'autres communes également avec des confrères, des collègues maires à vous qui aussi se battent. Bruno Retailleau aussi est au devant de ce combat pour les territoires. Est-ce que vous ne pensez pas qu'un peu plus de décentralisation, de confier aux territoires des responsabilités économiques et sociales, pas forcément imposées par des énarques parisiens, serait une partie de la solution ? Alors effectivement, après ça va à l'encontre même de notre histoire nationale, mais multiséculaire, parce que nous sommes un pays très centralisateur, mais depuis très longtemps, avant même Louis XIV encore, Philippe Auguste, tout ça. Enfin, ça a commencé à cette époque-là. Le jacobinisme a poursuivi un petit peu ça. Mais en fait, en soi, oui, il faut de la décentralisation. En fait, on a besoin, nous, qu'on nous fasse confiance. On a des territoires qui fonctionnent bien. Et on a besoin d'avoir de la liberté. Donc oui, en soi, la décentralisation est une très bonne solution. Et nous, on soutiendra tous les actes de décentralisation pour nous permettre de pouvoir respirer et de permettre à l'État de se concentrer aussi un peu plus sur ses pouvoirs régaliens, voilà, et ne pas se disperser dans tous les sens. Mais c'est un énorme travail parce que ça va effectivement à l'encontre de notre histoire française. Christophe Hogard, merci. Vous pensez bien qu'on suivra cette actualité et voilà. Ne perdons pas espoir. Peut-être que le gouvernement trouvera la raison et ne fera pas un projet de loi de finances qui handicape à ce point les communes qui ont du courage. Vous restez avec nous sur Sud Radio. Nous allons avoir François-Xavier Ménage qui va nous parler des oubliés, cette France justement, cette France périphérique à laquelle on ne pense pas assez souvent et qui pourtant représente aujourd'hui l'essentiel des souffrances et des détresses de la République. Un témoignage vraiment passionnant. Sud Radio. Tous ces États, le face-à-face. La France dans tous ses États, le titre de cette émission est particulièrement indiqué pour parler du sujet de notre invité du jour, François-Xavier Ménage, journaliste. Et vous publiez chez Lafon un document historique, politique, qui fera date. On peut évidemment le compléter. Et je crois que c'est un constat et c'est un témoignage percutant et pertinent. Vous êtes un journaliste de terrain, je suis journaliste moi-même. Jamais le mot terrain ne m'est apparu, je disais aussi pertinent et percutant qu'en lisant votre livre. C'est un boulot énorme. Vous êtes allé dans la France que l'on ignore, que l'on méprise, les oubliés, c'est un titre tout à fait indicatif. Je dirais même, c'est un voyage au pays du réel, un réel que l'on ne veut pas voir ou que l'on ignore. Les oubliés, ce sont tous ces gens qui sont en marge, qui sont dans ce qu'on appelle la périphérie. Jérôme Fourquet et Jean-Christophe Guilly ont disserté sur les conditions sociologiques et géographiques. Vous allez les voir, vous les rencontrez, vous les faites témoigner. On se dit que si la France en est là aujourd'hui, c'est que la situation est vraiment très grave.
d'autres personnalités comme Axel Kahn, Jean Lassalle, Gérald Delandrieux, mon confrère, ont traversé la France à pied pour voir, c'était cette même démarche. Vous vous êtes pas contenté de traverser la France, d'aller voir ces paysages, vous êtes allé décrire des situations humaines, des réalités qui sont bouleversantes. C'est quoi les oubliés, en un mot Ce sont... Et d'abord, merci pour vos mots, parce que ça me touche beaucoup. Le livre, j'ai d'abord écrit avec mon ventre, et je l'ai écrit en tant que journaliste et pas autre chose. Je vais vous donner un exemple de reporter. C'est une infirmière dans un désert médical comme il y en a tant en France. Les sables du désert médical n'arrêtent pas de bouger. C'est une infirmière qui en arrive pour aider des patients qui n'ont plus de médecin, donc ça veut dire plus d'ordonnance. Eh bien, cette infirmière, elle travaille une partie de sa journée bénévolement. Elle les fait pas payer. Elle les fait pas payer, avec un coût immense pour elle, pour sa famille, pour sa santé. Et le cœur de ce livre, c'est de se dire, que se passe-t-il quand ces soldats du quotidien, invisibilisés, eux, dont on parle peu, qui n'ont pas toujours envie de prendre la parole, mais qui ont en revanche le sentiment d'être méprisés, qu'est-ce qui se passe quand leur moteur à eux s'arrête ou est sur le point de s'arrêter? On est dans le sacerdoce, voilà. On est d'accord. Là, on est dans le sacerdoce. Et à un moment donné, ils peuvent flancher. Ils peuvent flancher. Et pourtant, ils flanchent pas. Parce que, bien sûr, la plupart du temps, quand ils flanchent pas, c'est que ça leur coûte encore un peu plus. Et se développe chez eux une colère qui n'est pas la colère qu'on entend sur les réseaux sociaux, c'est pas le dégueulis, c'est pas les sauts de merde que on peut se prendre dans la gueule quand on allume son ordinateur, son téléphone et parfois aussi la télé. On est dans toute autre chose. Cette colère, elle est insondable, on en parle rarement, elle n'est pas populiste cette colère, elle est intrinsèque à de nombreux Français qui ont le sentiment de donner, mais de ne pas recevoir assez. Et on parle pas de fric, on parle de reconnaissance. C'est une colère qui est quelquefois passive, qui est assumée. C'est un inventaire que vous faites. Vous faites un inventaire des réalités et des vulnérabilités. Vous tenez beaucoup à ce terme, des vulnérabilités françaises. Quand on pourra pas décrypter la totalité du livre, il faudrait 3 émissions et vous reviendrez certainement pour nous en dire davantage. Quand on lit votre ouvrage, quand on voit quand on fait le point, quand on a fini le livre, on se dit mais la nation dans laquelle, alors le pays dans lequel nous sommes n'est pas une nation, n'est pas toujours une nation, n'est pas toujours une république. C'est pas possible que l'image que nous avons de la France, le pays des droits de l'homme, le pays des droits sociaux, le pays de la tolérance, la liberté, égalité, fraternité, j'en parle même pas. Les scènes que vous décrivez, les situations que vous décryptez sont indignes pour la France. Et pourtant, il y en a de plus en plus. Alors, certaines sont, c'est vrai, indignes, choquantes, étonnantes, et je précise bien que les oubliés peuvent être partout, y compris à l'autre bout de la rue. Il faut arrêter de penser que ceux qu'on ne connaît pas sont ceux qui habitent à l'autre bout de la France. Ils peuvent être partout. Vous le prouvez, ils sont partout. Et c'est pas seulement la périphérie, c'est pas seulement le monde rural, c'est vraiment, ça peut être partout. Mais il y a quand même des étincelles d'espoir. Et je vais vous donner juste un exemple qui relève du sémantique. C'est que la plupart des personnes que j'ai rencontrées, et il y en a des centaines en l'espace de 4 ans, emploient le « on » et pas le « je », disent « nous » et pas « je », évoquent du collectif, un esprit de métier, et évoquent une territorialité dans ce que ça a de positif. Et donc, moi, je considère qu'il y a quand même encore énormément d'étincelles d'espoir. J'en rends compte aussi dans le livre, parce que tout n'est pas pourri, tout n'est pas en train de se péter la gueule. Et par ailleurs, j'ai oublié de vous dire le plus important, il y a un seul critère, si je puis dire, pour évoquer le casting de ce livre. C'est que tous les Français que j'ai rencontrés sont dans l'action. Il n'y en a aucun, le cul sur son canapé, en train de dire que c'est foutu. Tous agissent, donc on ne pourra pas leur faire ce reproche-là. Ils font société, mais ils aimeraient qu'on les aide à ce que ce soit plus facile, que l'on parle à la fois des normes, des contraintes, et aussi, une question qui, moi, je trouve est abyssale, qui définit aujourd'hui la France ? Pas un à baisser les bras. Ouais. Y en a qui vous disent leur résignation, leur souffrance, et je crois que leur dernier espoir, c'est de continuer à se battre. Que ce soit celle qui a vécu toute sa vie au SMIC. Un des premiers témoignages, c'est Patrick Arnay, c'est le conducteur, SDF, vous titrez SDF, et pourtant il a un CDI à la RATP. Un CDI, c'est-à-dire qu'il a un emploi, un contrat à durée indéterminée, un emploi fixe. J'allais dire simplement rémunéré, mais ça tombe tous les mois. Pour autant, il n'arrive pas à trouver le logement. Il vit dans sa voiture. Mais c'est quand on voit ça aux infos, on dit bon, c'est un phénomène épisodique. Non,
C'est une réalité. Et là aussi, il faut rentrer dans les détails, parce que c'est en contextualisant qu'on se rend compte aussi du moteur qui est celui de ceux qui, effectivement, ont envie quand même de servir. C'est vraiment pas une phrase qu'on entend souvent. Cet homme qui, maintenant, est en train d'avoir une situation qui s'arrange, parce que la RATP, qui l'embauchait en CDI, a fini par lui proposer un logement, parce que la RATP a un parc social. Mais tout ça ne se fait pas. Il n'y avait rien de disponible au moment où il était. Il n'y avait rien de disponible, et c'était très très long. Et d'ailleurs, au début, il n'osait pas demander. Ça aussi, c'est une partie de la France silencieuse. Et ce qu'il avait comme priorité dans son budget chaque semaine, c'est de passer au pressing pour que sa chemise blanche, qui est celle qu'il utilise dans les transports en commun quand il conduit des bus, que cette chemise soit impeccable. Eh bien, je pense que ça résume effectivement une France de la débrouillardise. J'ai tendance à dire la débrouillardise contrainte, subie, mais débrouillardise quand même. Dans sa misère, parce que c'en est une de ne pas avoir d'habitat, et il avait la chance d'avoir une voiture. Vous parlez de quelqu'un d'autre qui vit sur des cartons. Il avait gardé le sens de la dignité. Et on sent cette énergie à l'intérieur. On reste droit, même dans l'adversité. Oui, il y a l'ingratitude au bout de la rue. Là, c'est les éboueurs. Là aussi, profession essentielle, dont certains vivent un cauchemar. Enfin, c'est... Applaudis pendant le Covid, et dès que c'est terminé, au revoir, on n'applaudit plus. Et moi, j'ai suivi un jeune homme qui était donc dans les rues de Paris, qui se lève très tôt le matin, évidemment, pour nettoyer ses rues. Alors, il a une physique de, on pourrait dire un peu, Justin Timberlake ou Matt Pokora. C'était assez étonnant, c'est la mairie de Paris qui m'avait proposé de le suivre, lui. Et donc, il nous expliquait, vous voyez cette rue-là, 5h50 ou 6h, on va tout nettoyer, et on va repasser 45 minutes plus tard. On est repassé 45 minutes plus tard. Je faisais le reportage pour TF1. Et les poubelles étaient encore là, plus pleines. C'était le bordel absolu. Voilà, je suis pas en train de dire que tous les Parisiens sont dégueulasses, évidemment que non. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que cette notion de vivre ensemble est plus ressentie, plus pratiquée par certains que par d'autres. Et ça donne une société à deux vitesses, mais on parle jamais de cette société à deux vitesses qui est celle du vivre ensemble ou pas du vivre ensemble. Voilà. Vous décryptez, François-Xavier Ménage, des situations qui sont notre quotidien, notre réel. Je me rends compte que je passe ma vie à passer à côté de ce genre de choses. Il y a des moments où vous vous doutez qu'il y a quelque chose qui coince, mais il y a des situations où on peut pas imaginer que c'est ça. Donc les oubliés, c'est vraiment les oubliés. Je rappelle aux éditions Robert Laffont, vous nous appelez au 0826 300 300, auditeurs de Sud Radio, j'ai vraiment besoin de votre témoignage. Appelez, parce que je suis sûr que vous aussi vous connaissez ce genre de situation. Peut-être que vous y êtes même directement confronté. En tout cas, vous savez bien que ce que François-Xavier nous raconte aujourd'hui, c'est une réalité française et elle n'est pas mineure. Alors, il y a la brigade de la RATP, les Vivre Ensemble, là aussi, c'est Didier Robinou. Là aussi, témoignage extraordinaire. Donnez-nous un exemple, par exemple, de ce que tu as. Sur ces brigades, effectivement, de la RATP, en gros, alors là, pour le coup, ils se prennent des claques matin, midi et soir quand ils font des contrôles pour vérifier que les usagers ont ou non des tickets. Et ça déborde. C'est-à-dire qu'ils peuvent voir des scènes de drogue, de vente de drogue. Alors, c'est évidemment pas dans toutes les stations de métro de Paris, mais c'est vrai. Et parfois, il faut même appeler, d'ailleurs, des agents de sécurité privés. En tout cas, la violence s'est installée aujourd'hui dans les rapports minimums. Voilà, exactement, c'est ça. Les rapports minimums, je crois que vous avez donné un mot-clé. Et donc, c'est intéressant de voir ce qui, au quotidien, font en sorte que ce rapport minimum soit un peu enrichi. Et puis, il faut voir la passivité, le côté effectivement méprisé de ceux qui utilisent ces transports et qui font pas le boulot qu'il faudrait, c'est-à-dire réfléchir à l'autre. Aussi bêtement que ça. On est au-delà de la résilience, là, vous êtes d'accord? On est au-delà de la résilience, mais je prends soin quand même à chaque fois de préciser que vous avez quand même des soldats du quotidien qui sont très nombreux. C'est probablement le premier parti de France. Ils ont parlé le parti de la débrouillardise. Ouais. Ils ont parlé facilement, j'allais dire, vous les faire parler. On sent qu'à un moment donné, c'est vous qui avez usé de beaucoup de perspicacité pour qu'ils arrivent à se confier à vous. Alors, moi, ma méthode, elle est simple et pas simple. Mais j'ai tendance à dire qu'il faut aller vers ceux qui lèvent pas le doigt. Et donc, je fais parfois du porte-à-porte. Je vais arrêter des gens spontanément dans la rue avec une idée précise en tête, c'est-à-dire, est-ce qu'on parle d'insécurité, est-ce qu'on parle de problème migratoire, est-ce qu'on parle de pouvoir d'achat? Ensuite, on discute, et après, quand on voit qu'il y a une matière intéressante et que cette personne face à moi est OK pour parler, alors là, on peut passer 1 journée, 2 journées, 3 journées avec cette personne, et c'est là, je pense que des scènes qui révèlent, qui racontent notre société, eh bien, elles font sens et elles permettent de surgir. Donc ça, c'est le premier principe. Je vais pas vers ceux qui lèvent le doigt spontanément, en tout cas pas tout le temps, loin de là. Pourquoi vous intéressez à moi? C'est pas intéressant ce que j'ai à vous dire. Et là, je pense qu'il faut combattre. Et je vais vous donner un petit détail qui, en fait, moi, me heurte. J'ai des collègues ces dernières semaines qui m'ont dit « Mais pourquoi t'as fait un bouquin sur les oubliés? Qu'est-ce qu'on en a à foutre ?» Ou alors « Mais écoute, c'est bizarre que tu t'intéresses à ça. » Mais alors, déjà, et puis d'autres qui me disent aussi « Mais c'est un peu militant de faire ça. » Alors attendez. Oui, c'est le militantisme du reporter et du journalisme. On est payé
pour aller voir des gens qui n'ont pas la parole. François-Xavier Ménage, on marque une petite pause et je vais vous poser la question là-dessus parce que ce que vous avez à dire est très important. À tout de suite. Vous restez sur Sud Radio pour nous écouter. Sud Radio. Nous sommes avec François-Xavier Ménage qui a publié Les Oubliés. Vous voyez, c'est un terme simple, hein, les oubliés, mais on n'imagine pas à quel point il y a des oubliés en France, mais c'est même la France qui s'oublie. C'est la République qui est oubliée, ce sont nos valeurs qui sont oubliées. François-Xavier Ménage, 2 scènes, 2 chapitres, elles sont au début du bouquin. Elles m'ont perturbé, je vous jure, c'est l'association La Scala à Nemours, association pour de la musique, qui est dans un quartier de mixité, brûlé pendant les émeutes de juin 2023, brûlé, détruit, comme vous dites, par les grands frères de ceux à qui cette initiative était destinée, et puis ce club de boxe de Mohamed Oudji à Amiens, félicité par le président de la République, c'est brûlé également, et rien derrière. C'est quand même 2 cas qui sont emblématiques de la folie dans laquelle on vit et de la tragédie que l'on traverse. Et d'abord de héros. Alors je prends bien soin de préciser qu'à chaque fois, bien sûr. Les incendies, c'est quoi? Ils sont 2, 3, 4, hein, et évidemment on va pas généraliser, mais c'est 2, 3, 4 qui foutent un bordel ensuite sans nom parce que ça casse le tissu social et le rapport aux autres. Et dans le cas de Nemours, cette association, ils se mettent dedans pour essayer de la protéger, et puis finalement ils n'y arrivent pas, et elle est brûlée, entièrement brûlée. Exactement, c'est pour l'association culturelle La Scala et ensuite pour Mohamed et son club de boxe à Amiens qui fabrique accessoirement, disons-le, j'ai envie de lui rendre hommage, des champions d'Europe, parfois même du monde. Il va les chercher dans la rue, il se débrouille pour leur trouver des logements, il appelle d'anciens footballeurs pour dire est-ce que tu peux pas me louer ton appart parce que là j'ai une graine de star qui deviendra quelqu'un, mais il faut l'aider. Mohamed, c'est un héros. C'est une machine à gagner, c'est l'honneur de la République. Il a été salué par l'Élysée et il se sent aujourd'hui, après avoir été salué, sali. Pourquoi? Parce qu'il peut pas reconstruire sa salle de boxe, alors qu'il est l'exemple même du vivre ensemble, et que dans un quartier où il y a rien, même pas de supérette, dans cette banlieue d'Amiens, eh bien il est cet espoir. Et l'espoir, à force d'être cabossé, eh bien c'est difficile de se relever. Il se relève quand même tous les jours. Donc racontons ces parcours qui donnent une autre image, effectivement, de la volonté d'y arriver quand, pour le coup, on n'est pas aidé. Revenons à Nemours, association La Scala, musique, avec des instruments de musique, un très joli local, dans un quartier difficile, sociologie particulière, et des enfants, des gamins, viennent apprendre de la musique, alors que si cette association ne s'était pas trouvée là, ils n'auraient jamais pu accéder à cette culture musicale. Ça brûle, ils sont obligés d'aller dans une espèce de zone commerciale, artisanale extérieure, qui n'a plus rien à voir, c'est loin du quartier. Ça veut dire que les enfants du quartier, comment s'appelle le quartier où était La Scala à Nemours, je me souviens. Moi, je l'ai plus en tête. Voilà, peu importe. Ces enfants-là ne pourront pas continuer à accéder à de la musique qui leur faisait du bien, qui les intégrait ou qui les épanouissait, en tout cas qui leur ouvrait l'esprit. Et donc c'est tout à fait autre chose. Et ben rien, pas de pouvoir public, pas d'initiative, j'allais dire politique, pour que cette Scala soit reconstruite à l'endroit où elle était. En tout cas, voilà, pas à la hauteur de ce qu'aurait voulu l'association. Là aussi, sans caricature aucune, la mairie répond, on a aussi beaucoup d'autres urgences. Cet incendie, ça nous coûte une fortune. Les assurances ne marchent pas. On pourra reparler des normes ensuite, mais il y a un moment, il faut se battre des mois et des mois et des mois. Maintenant, ça se compte en années pour qu'ensuite il y ait reconstruction. Et ce qui est important à souligner aussi dans le cadre de cette association, mais c'est vrai pour tellement d'autres, c'est que vous avez des centaines de milliers de personnes qui essayent de faire du bien, et que ce bien-là n'est pas toujours reconnu pour ce qu'il devrait être, et qu'au bout d'un moment, il y a une fatigue qui fait que c'est pas possible de continuer. La responsable de l'association, certains, ils sont une infime minorité, lui ont dit ne revenez pas. Oui. Ne revenez pas parce que... Vous dites ça, ne revenez pas. Si on donne un peu le contexte, il y a une notion de défiance. Et donc, quand des associations sont traitées comme peuvent l'être des responsables politiques locaux ou des députés, je dis pas que c'est bien ou mal, je dis que aujourd'hui, c'est-à-dire que les émeutiers ont considéré que l'association qui était faite pour eux représentait l'État, la police, l'autorité, et on fout le feu, sans savoir ce que c'est. C'est là où c'est un peu embêtant, c'est le moins qu'on puisse dire, parce que effectivement, il n'y a plus d'hiérarchisation. Donc, on est dans un flou, avec un problème de verticalité qui est évident, et qui en paye le prix? Les habitants qui n'ont plus cette association et les bénévoles qui agissent et qui se disent mais jusqu'à quel point je vais pouvoir continuer dès l'instant où en face on me dit ne venez plus. J'insiste, c'est une infime minorité, mais sauf que ça crée un sentiment de peur et après, eh bien on va plus de l'avant. Quant à Mohamed Oudji, donc l'animateur du club de boxe d'Amiens,
comme vous dites, il a fait. Alors là, on peut dire qu'il a fait des miracles. Hein, et c'est vraiment. Il pourrait être qualifié d'utilité publique. Bien sûr. Il est reçu. Le gouvernement l'a dit comme tel. Hein, il a été salué par l'ancien ministre des Sports. Il est reçu à l'Élysée, je crois. Oui, le président de la République l'encourage en disant on sera là, bien entendu, parce que rappelons que Emmanuel Macron est d'Amiens, donc il connaît bien la réalité de ce terrain. Et j'ai du mal à croire quand vous dites, il ne s'est rien passé. Non, la parole présidentielle n'a pas eu de suite. La salle n'a toujours pas été reconstruite. On voit des débris encore à même le sol. Et ce responsable vraiment d'association, qui est, j'insiste, un fabricant de stars sportives, oui, bien sûr. Eh bien, il est obligé de bosser sur des tatamis avec un club de judo ou de karaté qui dit mais attendez, c'est bon là, on n'a pas envie de partager notre salle parce que nous-mêmes c'est compliqué. Donc c'est-à-dire que c'est perdant pour tout le monde. Et cet homme est vraiment, j'insiste, un ambassadeur du vivre ensemble. Un héros. Il y a tout. Je dirais un héros de la République. Un héros de la République. Il vient du Maghreb. Il lâche rien. Il s'est investi, s'est intégré. Il fait vraiment tout pour que la République, et il en parle avec des trémolos. Oudji, hein, exactement. Voilà. Il parle de cette notion de République avec une force que j'entends assez peu. Et ben, je pense que justement, il faut donner la parole à ces personnes qui ont les deux mains sur le volant et qui connaissent mieux que d'autres la manière dont la France... François-Xavier Ménage, il nous donne une leçon. Mohamed Oudji, il nous donne une leçon de démocratie, de citoyenneté, de responsabilité. Alors je ne sais pas s'il a une vocation politique, mais je serais un homme politique aujourd'hui, j'irai voir cet homme et je m'inspirerai de son enseignement, de sa ferveur, de son énergie, parce que ce sont des gens comme ça qui vont sauver la France. Bien sûr, je vous en donne un autre. Oui, allez-y. Une prof qui avait fait Sciences Po, étudiante brillante, et qui avait d'ailleurs dans sa promo rencontré des personnalités qui aujourd'hui sont députées à l'Assemblée. Et elle dit non, mais moi je voulais pas ce parcours-là. Et donc elle arrive ensuite dans une ville juste à côté de Paris, dans le Nord, qui est en difficulté, c'est moins qu'on puisse dire. La ville et le lycée où elle va donner donc des cours, et le plafond tombe. Et quand il pleut littéralement sur les élèves. Et elle dit, quand on offre ça à des élèves, retenez cette phrase, c'est le rapport à la République qui s'abîme. Et je trouve que ça aussi c'est important à rappeler, soyons factuels, l'État dépense plus pour des élèves lycéens à Paris qu'en Seine-Saint-Denis. Voilà, c'est écrit, c'est noir sur blanc. Et donc, là aussi, le boulot du reporter, c'est d'aller voir là où ça va pas pour faire le constat. C'est pas moi qui donnerai les solutions. Vous savez qu'un jour, celle qui est aujourd'hui porte-parole du gouvernement m'avait engueulé sur une émission de télé. Elle m'a dit oui, mais enfin bon, là, vous donnez une France toute noire et vous apportez pas de solution. Elle m'avait engueulé, j'avais voulu poursuivre la conversation après avec elle, elle avait tourné les talons. Vous l'avez pas inventé cette phrase, hein, François-Xavier. Non, mais ce qui est certain, c'est que nous, on n'est pas là pour apporter des solutions, on est là pour décrire. Mais il y en a, cela dit, plein dans le livre. Des petites solutions localement qui sont inspirantes. Ça sera ma conclusion, parce que là, on est en train d'égrener les tragédies et les souffrances. Bien sûr que à la fin de votre ouvrage, on voit bien qu'il y a une lueur. Ce chapitre-là, vous l'avez intitulé « La longue glissade des premiers de cordée ». Ça veut dire que le premier de cordée, qui, dans la tête, tel que l'avait défini Emmanuel Macron, c'est le gagnant, c'est le puissant. Le premier de cordée, c'est pas celui-là, forcément. C'est aussi celui qui, en bas de l'échelle, fait en sorte que les autres s'en sortent. Et ces gens-là, aujourd'hui, en France, ils n'existent pas. On les considère pas. On les considère pas, et une fois de plus, ce n'est ni du misérabilisme ou du populisme que de parler ainsi. Et l'autre problème, qui est très important, un problème de fond politique, c'est que, malheureusement ou heureusement, on a parlé d'eux à un moment, pendant le Covid. Oui. Et on a fait des promesses. Le Covid et les Gilets jaunes. Et les Gilets jaunes, voilà. C'est vrai, tout à fait, qui sont deux moments très importants qui sédimentent énormément de choses dans cette colère, même si moi, la mienne est encore beaucoup plus large. Votre couverture est jaune, c'est un petit... Bon, d'accord. J'ai cru que c'était le manifeste des Gilets jaunes, d'un certain Gilets jaunisme, vous voyez, mais ça fait partie de la réalité française. Oui, mais sauf que, je vais vous surprendre, j'ai quasiment plus personne qui me parle des Gilets jaunes sur le terrain. Comme si cette colère-là était maintenant dépassée, évaporée, vaine. Je pourrais pas vous répondre, mais beaucoup. Et si elle avait décuplé, qu'on voyait pas là, c'est l'arbre qui cache la forêt. Si elle était devenue une forêt qui un jour peut rebrûler. Alors, c'est là où moi mon boulot s'arrête là. Je ne sais pas, mais parce on a bien dit. À la fin de votre livre, on peut être inquiet. On peut être inquiet, mais pour autant, si on n'apporte pas les solutions que vous suggérez et que d'autres suggèrent, on a peut-être matière à s'inquiéter. On a matière à s'inquiéter, même si la colère, j'insiste, qui est très présente dans ce livre, elle est souvent indicible, elle est invisible, elle est difficile à ranger. Et en vérité, je crois que, rappelez-vous, en septembre, on s'est tous dit, quand il y avait une journée d'action qui était prévue, qui ressemblait un petit peu à celle des Gilets jaunes, on s'est trompé. Il n'y a pas eu, en tout cas, de basculement de quelque sorte que ce soit. Rien ne se passe comme on croit. Il n'y a pas de météo politique. Rien ne se passe comme on croit. En revanche, et c'est
L'intérêt de ce livre, j'espère en tout cas qu'il sera perçu comme tel, c'est que dans un pays où on est tous complètement paumés, on a un nuage qui fait que vraiment c'est compliqué d'avoir des perspectives et de comprendre quel est l'état de cette société. C'est super qu'on ait des politologues, des sociologues qui nous disent aujourd'hui quel est le thermomètre. Mais il y a un moment, c'est super le thermomètre, mais il faut voir ce qui pousse sur la terre. Et donc, c'est le terrain qui nous permet de comprendre un tout petit peu plus les soubresauts très violents qui traversent la France, cette France qui avance beaucoup plus vite qu'on ne croirait. Et donc je pense qu'il faut la décrire, cette France qui avance. En tout cas, vous avez pris le thermomètre. C'est pas qu'un thermomètre, il y a aussi une ordonnance, bien sûr, mais surtout vous avez décrit la diversité des situations, l'ampleur des souffrances. Et chez les plus malheureux, jamais un mot méchant, jamais un mot de haine, oui, un mot de ressentiment, un mot de détresse. Tout en s'excusant. Jamais d'animosité en disant pas d'esprit de vengeance, pas d'esprit de revanche. C'est fabuleux. C'est très très juste ce que vous dites, parce que c'est effectivement une colère très intériorisée qui bien souvent ne se traduit pas politiquement. Parce que je suis obligé d'être tout à fait transparent avec vous. Le livre est politique par définition puisqu'il parle de notre pays aujourd'hui. J'en doutais pas. Mais quand est-ce que je parle politique avec mes interlocuteurs ? Et ça m'a frappé de m'en rendre compte au fur et à mesure de l'écriture de ce livre. C'est parce qu'à chaque fois, c'est moi qui évoquais la question. Vous voulez que je vous dise ? Tout le temps. Et pourtant, ce n'est jamais ça. Et ce n'est jamais c'est ça la politique. Vous restez avec nous parce qu'on est avec François-Xavier Ménage qui a écrit Les Oubliés. Et là, on va parler des paysans. Et là aussi, il y a beaucoup à dire et des témoignages absolument percutants. Et vous, est-ce que vous vous reconnaissez dans cette France des oubliés ? On attend vos témoignages au 0826 300 300 sur Sud Radio. On est ensemble jusqu'à 14h. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Midi 14h. Sud Radio. La France dans tous ses états. Nous sommes avec François-Xavier Ménage qui a écrit Les Oubliés, qui a conçu, j'allais dire, qui a vécu Les Oubliés avec un parcours de 4 ans. Dans la France de la souffrance. Ce sont des tragédies qui dépassent les faits divers insurrectionnels parce qu'on suggère à un moment donné qu'évidemment, un jour ça peut péter. Pour l'instant, ça ne pèse pas. Un avertissement historique quand même que votre ouvrage vous pointez. Alors là, la fracture sociale, elle y est. On en parle beaucoup, consécutive à l'insouciance, l'aveuglement, la surdité, j'allais dire l'arrogance de la classe politique, consécutive à quoi ? Des lâchetés, des démissions, des désertions même, pour ne pas dire des collaborations d'un système avec un gâchis gigantesque. Un des plus gros gâchis, c'est notre patrimoine agricole, qui devrait nous rendre le pays le plus heureux, et nos paysans devraient être les plus heureux. Et vous avez vécu de la détresse aussi, des situations absolument inextricables. En prenant un exemple concret qui est un virus qui est en train de frapper, donc c'était il y a 1 an, qui était en train de frapper une grande partie des troupeaux en France. En tout cas, on avait peur que ça soit encore plus grave. Ça venait de Hollande notamment. Ça continue, il y en a d'autres. La langue bleue. Et ça, c'est fascinant, tristement fascinant de voir que des agriculteurs qui ont mis parfois tout leur argent dans une entreprise familiale où ceux qui ont 75 ans aident encore leurs enfants et des petits-enfants qui aident aussi tout le monde dans le même bateau, pour résumer. Et là, ça se pète la gueule. Et ça se passe dans une souffrance sans nom. Et le seul qui les aide est le vétérinaire qui va, là encore, un peu comme l'infirmière dont je parlais tout à l'heure, va travailler souvent bénévolement et va être cette écoute et cette attention qui fait que les agriculteurs ne tombent pas. Et ça, c'est une... J'allais pas dire majorité, mais c'est une minorité silencieuse qui fait aujourd'hui l'agriculture en France, qui n'est pas représentée, qui n'est pas évoquée et dont on ne dit pas bravo. Et je pense que ces mots-là sont peut-être tout aussi essentiels que les aides économiques dont ils pourraient prétendre. Ce sont des scènes du 19e siècle que l'on voit dans Dickens en Angleterre ou dans Zola en France, où le médecin prête l'argent pour les médicaments. Mais on est en 2025, on n'est pas en 1865 ou en 1850. Il y a des situations qui n'ont pas évolué. On est revenu, on a fait une marche arrière sur des cas. Votre chapitre suivant s'appelle Silence, on trime. Une femme qui a été au SMIC à vie. Et c'est cette France qui fait ses courses, la calculette à la main, puisqu'une fois elle n'a pas pu payer, elle a dû rentrer chez elle sans prendre ses courses. C'est là où elle a décidé de faire des enveloppes dans une boîte en métal. Et ensuite elle va avec Patrice, son mari, je crois. Et avec la calculette, elle fait les courses au centime près. On pensait que c'était des cas isolés. Non, il y a des gens qui font les courses en grande surface au centime près. Ce qui est très fort avec le témoignage de René, c'est que, puis je l'ai longuement suivi, sur des mois et des mois, donc je connais vraiment son histoire. Près de Rennes, je crois. C'est le luxe du reportage, exactement, en Bretagne. Elle voulait pas qu'on donne le lieu exact, donc évidemment je respecte. Mais pourquoi justement elle voulait pas ? Parce que même quand elle calcule avec son téléphone portable le montant du caddie,
Il ne faut pas que ça se voie. Elle le cache. Elle le cache pour des raisons qu'on comprend éminemment. Mais son objectif de vie était qu'elle puisse dépasser le SMIC. Et sans râler, sans crier, sans rien du tout. Et quand on parle d'une France de profiteurs, prenons l'exemple de René, parce que arrive le moment où elle ne peut pas payer sa facture de chauffage dans une maison qui est très énergivore. Elle va voir le secours catholique. Elle va voir le secours catholique qui, très vite, parce que sa situation est compliquée, lui dit « on va vous donner une enveloppe, justement, pour le coup, un coup de main ». Qu'est-ce qui se passe juste après ? René dit « je vous rembourserai sur 12 mois ». L'association dit non, on vous donne cet argent. Elle dit c'est hors de question, d'autres ont plus besoin que moi. Voilà un récit qui... Le sens de l'honneur, voilà. Et en se disant il y a peut-être plus malheureux que moi. Exactement. Et ça, ce sont des témoignages qu'on n'entend jamais. Et c'est une France qu'on décrit peut-être pas assez, parce que je pense que justement, l'arme du reportage, l'arme, j'insiste, c'est justement de décrire ces nuances qui vont nous faire comprendre, c'est le principe du livre, que en fait la France n'est pas tout à fait aussi caricaturale que ce qu'on voudrait faire croire. Alors François-Xavier, nous avons Jean-François qui nous appelle de Sabonnières. Il dit je suis céréalier et oui, nous sommes les oubliés. Jean-François, vous nous entendez ? Oui, bonjour, je vous entends. Bonjour, vous voulez poser une question à François-Xavier Ménage ou vous voulez témoigner de quelque chose ? Non, moi je vais vous témoigner tout simplement, quoi. Nous, le monde agricole, pendant un an, on a bloqué. Voilà. On s'est battu bête et ongle. On nous a promis tant et plus. Et à la sortie, il n'y a rien du tout. Vous êtes dans quelle région ? Où se trouve Sabonnières ? Au contraire, j'aime mieux que ça. Ils veulent nous diminuer la PAC de 18%. Où est-ce que vous êtes, Jean-François ? Comme la mienne, il n'y aura plus d'agriculture. Jean-François, où est-ce que vous êtes en France ? Jean-François ? À Sabonnières, je suis dans le 31, limite du 32. En Haute-Garonne ? Près du Gers, entre Gers et Haute-Garonne, d'accord. En pleine Gascogne, voilà. Quoi, si on peut dire. Voilà, en pleine Gascogne, un bon Gascogne. Qu'est-ce que vous produisez ? Voilà. Qu'est-ce que vous produisez ? Des céréales ? Donc 18% là sur la PAC qui va arriver. Voilà. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la France ne maîtrise plus rien. C'est Mme van der Leyen qui fait ce qu'elle veut. Aujourd'hui, les agriculteurs ont une monnaie d'échange pour que Mme van der Leyen continue à vendre des voitures allemandes à l'étranger. Oui, c'est vrai, c'est une réalité. Vous avez vécu des situations tragiques ou non, vous-même, personnellement, Jean-François ? Moi, je vais vous dire, moi, personnellement, non. Mais autour de vous ? Autour de moi, j'en ai vu, quoi. Voilà. Moi, je suis arrivé un jour chez deux agriculteurs, à peu près un mois et demi d'écart. Je pense que je suis arrivé au bon moment. Sans ça, ça aurait été, oui, un petit peu plus et y passer à l'acte. Oui, je pense. Voilà, quand vous voyez quelqu'un à qui vous parlez régulièrement, qui a le sourire et tout, et puis que là, le gars, vous lui parlez, mais il n'est plus là, quoi. Pourtant, on a eu des initiatives politiques, Egalim 1, Egalim 2, Egalim 3, Gabriel Attal devant Samuel Defoin, justement, je crois que c'était dans le Gers, qui dit qu'on va tout changer et qu'on va prendre le dossier à bras-le-corps. Et on en est où aujourd'hui ? Mais rien du tout. Mais je vais vous dire mieux que ça, on est en train de nous passer une taxe sur les engrais azotés. Je pense qu'on va plus pouvoir produire. Aïe. Et voilà. On entend presque votre colère, au fond de vous. Pour les engrais azotés, je veux le truc un peu arrivé. Des engrais que j'ai achetés, moi, 390 €, vaut aujourd'hui entre 560 et 580 €. C'est donc, clair. Quand vous avez une semis qui fait 28 tonnes, regardez combien ça fait, et quand il vous en faut 3 ou 4, regardez combien ça fait. Voilà. Et au commerce extérieur, est-ce que... On n'a personne qui défend vraiment les agriculteurs. C'est surtout la concurrence de pays où on peut produire une agriculture avec des denrées interdites en France, des ingrédients, et vous êtes soumis à cette concurrence déloyale, et je ne parle pas du Mercosur. Jean-François, merci pour votre témoignage. Effectivement, ça corrobore tout à fait que François-Xavier, vous voulez réagir. Juste un mot sur, effectivement, ces lois qui se sont multipliées avec beaucoup de bonnes choses à l'intérieur de la vie générale, sauf que qu'est-ce qui se passe après ? Vous avez aussi une fabrication de normes, de règles qui étouffent quand on arrive encore à gérer des dossiers. Pour ce qui est des dossiers pour les aides de la PAC, il faut voir la complexification qui est très très compliquée pour des agriculteurs, et certains qui disent bon, je laisse tomber parce que je vais pas y arriver. Mais derrière, il y a quoi ? Il y a aussi, et c'est une vraie question de fond de société, qui est si vous n'avez pas les armes juridiques, si vous n'arrivez pas à comprendre quelles sont toutes ces normes qui s'accumulent, eh bien vous coulez aussi. Je donne l'exemple d'élus qui rappellent
400 000 normes quand on est maire. Il faut jongler avec 400 000 normes. L'expression que vous utilisez, c'est les normes qui abîment la République. Oui. Et quand vous avez par exemple la construction d'une route et que, c'est ce que me dit le maire de Dreux, et que vous devez vérifier s'il y a de l'amiante sur le bitume, lui-même dit, mais vous connaissez beaucoup de Français qui vont lécher des routes. Et donc, qu'est-ce qui se passe après? Vous embauchez des juristes. Vous êtes obligé de demander à votre personnel en mairie de se former pour essayer de comprendre des décrets qui parfois sont d'ailleurs antinomiques les uns protocole administratif complexe. Et une fois de plus, ce n'est pas du populisme. Moi, dans le livre, je compile toutes les promesses des anciens présidents de la République et de l'actuel, nous disant que ça y est, on va désépaissir le mammouth et que ça va se faire vraiment de manière extrêmement efficace. Bon, c'est le contraire. Et derrière, et ça c'est un ingrédient de base aujourd'hui de la colère, c'est qu'il y a des promesses qui ne sont pas tenues. Et quand ces promesses ne sont pas tenues, elles abîment le rapport à la politique, avec de moins en moins de personnes qui considèrent que la politique leur parle. Et donc, mon constat, c'est que pour beaucoup de Français, sans que ce soit là encore un jugement, la politique est dans la pièce d'à côté et on est en train de fermer la porte. C'est le cas pour les familles monoparentales, là aussi des situations tragiques. Et cette maman qui... au bout du compte, est obligée d'aller chercher des couches au Restaurant du Cœur. Elle n'ose même pas formuler la demande et c'est le responsable du Restaurant du Cœur qui lui propose. Ouais. Mais le nombre de bébés et de très jeunes enfants aidés par les Restos du Cœur et l'explosion du nombre de ces cas depuis maintenant 10 ans est alarmant. Alors ça va bien 28 000, vous dites 28 000 bébés sont nourris directement ou indirectement par les Restaurants du Cœur. Et les Restos du Cœur disent on fait un travail qu'on n'a plus les capacités de faire parce qu'on n'a pas assez d'argent. Donc rappelez-vous, il y a un an, on s'est tous demandé si ça allait pouvoir continuer. Coluche n'imaginait pas qu'il y aurait autant. Au contraire, il se dit l'évolution fera qu'il y aura de moins en moins. Et il y en a de plus en plus. Et on en revient à cette question aussi d'associations qui disent on fait un peu le travail de l'État. État qui pour autant fait beaucoup de choses. Et puis objectivement, je voudrais pas être ministre aujourd'hui parce que c'est compliqué. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a un problème d'efficacité qui est prouvé de toutes parts. Le principe du livre, c'est d'aller voir ce qui se passe sur le terrain quand c'est efficacité. Les logements insalubres. Les logements insalubres, vous les citez, des cas qui sont mais hallucinants. Dormir dans des caves. Les tours de 14 étages en faillite. Sans ascenseur. Et des logements insalubres qui sont quand même loués. Alors, il y a l'administration, l'espoir des gens qui habitent là dans des conditions inhumaines, Et on leur dit non, on va réagir, la préfecture va agir. Pour eux, est-ce que ça aboutit? Ça, c'est peut-être la métaphore aujourd'hui de ce que l'on demande à l'État. On parle d'ascenseur social, là, c'est l'ascenseur tout court. 14 étages, Mulhouse, un immeuble qui effectivement était quelque chose de très couru dans les années 60 et qui aujourd'hui est en décrépitude parce que quelques-uns ne payent pas leur charge. Et ensuite, ça devient une boule de neige et un fardeau. Résultat des courses, 2 ans qui n'ont plus d'ascenseur. Quand vous habitez au 14e, c'est quand même compliqué. Et à la fin, l'immeuble est tellement en décrépitude que c'est l'État qui va aider par le biais de la mairie. Et à la fin... Et ça, c'est tristement, malheureusement, la situation de pas mal d'immeubles en 2025. Pour sauver l'immeuble, il va falloir que la mairie transforme cet immeuble qui est issu du parc privé en HLM. Pourtant, et donc, là, il y a un naufrage. François-Xavier, les conditions d'habitation et de logement, ce sont, j'allais dire, des sujets, des dossiers sur lesquels le pouvoir public peut agir plus facilement. C'est des endroits qui existent, il y a des contrats de location. Il pourrait y avoir une présence administrative ou publique plus forte. Allez poursuivre les vendeurs de taudis. Les marchands de sommeil et autres. Ça dure des années, ils disparaissent, ils savent très bien comment disparaître, c'est parfois industrialisé, ils sont quelques-uns à foutre un bordel sans nom, et généralement vous n'arrivez pas à les arrêter, et pour autant, et là aussi il faut être tout à fait honnête, une ville comme Saint-Denis, qui est tristement connue comme étant la capitale du logement insalubre, vous avez des élus locaux et des fonctionnaires qui travaillent mais d'arrache-pied, ils ont créé une police des logements insalubres, donc ils font des efforts monumentaux, ils arrivent à obtenir des victoires, mais ça se compte souvent sur le temps long, c'est-à-dire en années pour réussir à obtenir gain de cause. Donc il y a énormément de personnes qui se battent avec, franchement, il faut les saluer, mais ça ne suffit pas. Vous restez avec nous, vous êtes sur Sud Radio, vous nous appelez au 826 300 300 comme vient de le faire Claude, que nous prenons dans quelques instants, qui a besoin de parler de la France des oubliés lui aussi. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Nous sommes avec François-Xavier Ménage qui a publié Les Oubliés chez Robert Laffont, qui est un résumé à la fois terrifiant mais plein d'espoir si la classe politique a le courage de s'en saisir sur la détresse française, sur la fracture sociale. Nous sommes avec Claude qui nous appelle de Perpignan en Catalogne. Bonjour Claude. Est-ce que vous êtes
Oui, bonjour Perico. Oui. J'étais un habitué de la séquence de temps et c'est la première fois que je vous ai en direct. Je vous félicite que ce soit vous, Perico. C'est un honneur pour moi aussi, mon cher Claude. Est-ce que vous êtes un oublié? Alors, est-ce que vous êtes un oublié ou est-ce que vous connaissez des oubliés? Non, alors des oubliés, si vous voulez, moi j'en connais parce que j'en suis entouré aussi. Ma fille fait des maraudes à Toulouse. Enfin, je veux dire, bon, des oubliés, on en voit partout. Mais je voudrais vous livrer simplement une réflexion. Quand vous parliez de classe politique, en fait, moi je me demande si un des drames actuels, c'est pas la coupure qu'il y a entre les gens qui font des carrières politiques, et ça c'est plutôt les gens qui sont au niveau national, alors que les maires comme celui qu'on a eu tout à l'heure, le maire de Vendée, là, qui a une réussite exceptionnelle. Christophe Hogard, maire des Herbiers. Il y a beaucoup de gens en politique. Mais il y a des petits maires aussi encore plus méritants. Sciences Po et l'ENA, et là on apprend la macroéconomie, la macro-société. On n'apprend pas les gens, on voit pas les gens qui sont dans le cambouis, en fait. Et les oubliés, il y a que ceux qui sont dans le cambouis, les maires, tous les gens qui s'engagent après, qui sont dans l'associatif et autres, et qui se dévouent pour essayer de résoudre les problèmes micro, mais qui empoisonnent la vie de tous les gens, alors qu'en haut, on a des gens, finalement, ils raisonnent en macro, ils voient rien, et puis ils n'entendent rien, quoi. Justement, François-Xavier Ménage fait un chapitre sur les maires, les petits maires, les oubliés de la République. Eux aussi, ce sont des héros. Justement, la maire d'une petite commune à 1 heure de Paris, vraiment 500 habitants, qui me dit « J'ai l'impression qu'on oublie la France ». Elle est sans étiquette et ce qu'elle raconte est très très intéressant. Et elle va plus loin, d'ailleurs, elle dit « Je suis pas la seule à avoir le sentiment qu'on nous oublie. Les électeurs eux-mêmes oublient la politique ». Et elle livre une scène qui, pour moi, résume incroyablement le rapport de certains Français, en tout cas avec la politique. Elle décrit, parce qu'elle les a regardés, les électeurs qui viennent dans sa mairie voter le jour des européennes. Et elle dit, ils sont hagards. Ils savent même plus, je caricature sa phrase, qui est gentil, qui est méchant, et si ça changera quoi que ce soit. Eh bien, décrire le visage de ces électeurs au moment où ils posent leur bulletin dans l'urne raconte quelque chose d'une fragmentation qui est pas très heureuse. Après, est-ce que c'est foutu? Évidemment que non, hein. Mais en tout cas, il faut questionner effectivement ce rapport à la politique. Pour beaucoup, c'est devenu quelque chose, je considère moi, de vaporeux. Et là aussi, c'est pas une bonne nouvelle, hein, bien sûr. Vous êtes en train d'expliquer, et vous le décrivez bien dans le livre, cette détresse, ces oubliés-là, c'est une machine à l'abstention. C'est des gens qui ne croient plus dans nos institutions, qui ne croient plus dans la classe politique, en gros, qui ne croient plus que la République, pour eux, c'est un move totalement virtuel. Et ils sont déconnectés, hein, Claude. Les gens, ce que vous dites, Claude, ils ne se reconnaissent plus dans leurs représentants. Oui, absolument. Bon, l'école on sait que c'est l'école la solution. C'est là où il faudra prendre le combat, le taureau par les cornes. L'école, quand vous la décrivez, il y a des scènes qui sont absolument ubuesques. Le lycée de la honte, à Pantin, lycée Berthelot. Non mais on a du mal à croire que c'est une réalité. Où les professeurs font des cagnottes pour certains enfants qui dorment dans la voiture de leurs parents, faute de logement. Je veux dire, c'est les profs qui font un boulot, déjà que c'est des héros, mais alors là, pardon, il faudrait leur donner des médailles. Ils le font sans bruit, sans rien, et c'est une cagnotte litchi, et au bout de quelques semaines, on arrive à sauver des enfants qui vont pouvoir avoir un logement Airbnb. Voilà un peu le type de débrouillardise chez ces profs qui, par ailleurs, endurent quand même un quotidien pas très simple, et des élèves eux-mêmes, quand vous les interrogez, moi c'est ce que j'ai fait aux portes de Paris, ils disent mais attendez, à 4 km là, on a des établissements qui, c'est vrai, sont des établissements d'excellence, et nous on a moins d'argent public dépensé pour nos études à nous, alors qu'on en a plus besoin. Et puis les petites écoles dans les tout petits villages où généralement, vous savez, le budget pour les écoles maternelles et primaires, pour ce qui est des murs, ça relève de la commune. Il y a des inégalités parce qu'il y a des communes, on le sait mais on le rappelle, qui ont beaucoup d'impôts, qui touchent beaucoup d'impôts, qui ensuite peuvent fabriquer ou retaper des écoles beaucoup mieux que là où il n'y a pas d'impôts. Eh bien, vous avez des élus, je prends l'exemple dans le Morbihan, des élus qui 5 jours avant la rentrée des classes début septembre appellent tous les adjoints et aussi des ados à qui on va donner un peu d'argent de poche, et on repeint et on s'occupe des fils électriques et on repimpe d'une certaine manière ces écoles pour que le jour de la rentrée, le lundi, les parents et les élèves disent super, elle est quand même convenable cette école. Ça a
personne n'en parle. Il n'y a jamais de publicité faite à ces élus qui sont les élus de la débrouillardise. Et franchement, ils font société. On ne peut pas le dire autrement. C'est le cas de l'école Sainte-Anne à Bain de Bretagne, avec des profs qui mettent la main à la pâte pour et on fait des c'est une école privée. Une école privée. Bien sûr. Et on fait des tombolas et on essaye de faire en sorte de récolter un petit peu d'argent. Donc, et puis, on découvre ça. Il y a du mécénat pour des écoles aujourd'hui en France. Donc, c'est intéressant aussi de voir ce système de débrouillardise où on va draguer des entreprises pour dire vous pouvez nous aider à retaper telle école. Ça, c'est vrai dans le parc privé. Et ainsi, l'école s'en sort un petit peu mieux. Donc, qu'on arrête de dire qu'il n'y a pas cette débrouillardise du quotidien dans les rues de France. François-Xavier Ménage, pour revenir ce que Claude dénonce, cette rupture entre les élites politiques et le peuple, vous avez forcément, au cours de vos enquêtes, de votre enquête, de ce voyage dans la détresse française, rencontré des élus. Vous avez interpellé forcément, je ne sais pas à quel niveau, c'est que vous avez vu quelquefois des ministres, mais en tout cas vous avez vu des parlementaires, vous leur en avez fait part. Qu'est-ce qu'ils vous répondent? Alors, il y a deux cas de figure. Il y a ceux qui me disent, attendez, vous ne viendriez pas au ministère pour nous expliquer ce qui se passe sur le terrain? Ce à quoi je réponds, attendez que le livre sorte et puis... vous me direz votre commentaire, mais moi j'insiste, je suis juste reporter. Mais... Et c'est un mode d'emploi, vous êtes d'accord? Alors le constat Non, mais rien que le constat, déjà de mettre le doigt sur ce qui fait mal, et ensuite les solutions, vous les suggérez, entre les lignes. Alors, en tout cas, solution de débrouillardise, c'est certain. Et puis, et moins de normes, je crois que tout le monde est d'accord là-dessus. C'est transpartisan. Après, je ne suis que reporter. Et puis, c'est pas le bouquin d'un homme politique. Non. C'est tout le contraire. Et c'est la preuve. Vous faites un constat du réel, avec vos mots, les mots de la sincérité, le témoignage des gens qui vous parlent avec le cœur et avec leur tripes, et on sait qu'un homme politique va vous faire un discours anarchique. Voilà. Mais vous voyez, là aussi, il faut faire gaffe aux raccourcis, parce que moi, je rencontre assez peu de ces héros du quotidien, je rencontre assez peu qui disent ils sont tous pourris, de toute façon, je veux plus jamais entendre parler de la politique. C'est pas vrai. Ils savent aussi que c'est compliqué, ils savent qu'on manque d'argent, qu'on a quand même un budget qui va pas très 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 bien. Mais d'ailleurs, parallèle assez fou, le nombre de personnes qui m'ont dit mais attendez, moi je suis obligé de gérer mon budget, sinon c'est foutu. Or, au niveau de l'État, ça n'est pas le cas. Bref, ça c'est quand même aussi un décalage qui est assez peu expliqué par les dirigeants. Mais en tout cas, pour revenir à l'essentiel, c'est vrai aussi que y a aujourd'hui un désintérêt. Et puis on parle toujours de cette Netflixisation de la vie politique. Ah oui. Alors on a juste oublié une chose, c'est qu'en fait nous on est journalistes, on les regarde tous les épisodes. Mais dès l'instant où on ne regarde pas tous les épisodes, on commence à être paumé. Et là, c'est tellement complexe que, effectivement, ça participe du brouillard ambiant. Et beaucoup de Français qui disent, mais je ne comprends plus. Je vais vous donner juste une anecdote. Je ne comprends même plus. C'est la phrase que j'ai entendue à Brie-sur-Marne il y a 15 jours. Un jeune électeur qui avait un tract qu'on lui distribuait avec Bruno Retailleau dessus. Il dit, c'est qui ? Donc le militant LR dit c'est l'ancien ministre de l'Intérieur. Ah bon, il était ministre quand? Pendant 1 an. Ah bon, ça n'a pas duré 3 jours lui. Et le même électeur paumé d'ajouter je ne sais plus qui sont les gentils et les méchants. Donc ça raconte aussi ce désarroi et cette désorientation, disons-le, d'une partie en tout cas des électeurs français. Si tant est qu'ils puissent comprendre ce qu'il y a dans le tract, parce que vous avez même aujourd'hui des jeunes et des adolescents qui ont un problème de lecture à la 2e page, ils décrochent parce qu'ils ne comprennent pas. François-Xavier Ménage, on va parler évidemment d'un thème aussi douloureux, récurrent, qui est l'immigration. Vous l'approchez à votre façon avec beaucoup de précision, beaucoup de prudence. Vous dites, immigration, tout le monde est perdant. Oui, parce qu'il suffit de regarder le problème à 360, c'est-à-dire de suivre les migrants. Moi, je l'ai fait à la porte d'entrée et de sortie de notre nation. Ils rentrent dans le sud, à Menton, à la frontière italienne, et ils repartent par le nord. Et quand vous suivez des migrants sur plusieurs semaines, quand vous suivez parallèlement à ça, des policiers aux frontières, quand vous suivez des associations et des riverains, eh bien le regard de tout le monde, c'est pas possible autrement, c'est pour ça que le terrain est encore, je pense, la religion qui rend le plus éclairant et le plus éclairé, eh bien vous avez un regard qui change un peu. Et effectivement, c'est un jeu à somme négative et vous n'avez que des souffrances, des incompréhensions, beaucoup d'incompréhensions. Ouais. La détresse humaine est devenue une réalité en France, dans des secteurs d'activité qu'on peut ne pas soupçonner, dans des catégories sociales même dont on se dit ils sont à l'abri. Personne n'est plus à l'abri aujourd'hui de la précarité, d'une détresse, d'une insuffisance, des gens qui finissent la fin du mois de façon, j'allais dire, héroïque, et pourtant on garde espoir. C'est vrai parce que le constat, et vous avez raison, il est double. D'abord, c'est qu'il y a quand même collectivement encore des capacités à s'en sortir. Après, les Français sont plus optimistes sur eux-mêmes que sur le collectif. Et puis après, il y a quand même des chiffres qu'il faut rappeler. Je les ai sous les yeux là. Mais bon, maintenant, c'était 10 ans dans les années 70 pour devenir proprio. Maintenant, il faut 23 ans. Donc, cette crise du logement, elle est dingue. L'inflation, autre point important, elle n'est pas digérée pour beaucoup de Français. Et puis, accessoirement, et c'est le plus important, on parle de l'échelle sociale.
Moi, je parle de gâteau. Le gâteau n'est pas en train de grossir. Et pour beaucoup de Français, l'inquiétude est de savoir quelle sera la part qui sera dans leur assiette pour eux, pour leurs enfants, sans compter ceux qui aident déjà leurs parents. Donc, tout ça rentre en compte de manière tellement plus intense qu'il y a 20 ou 30 ans. Je dis pas que c'était mieux avant, hein, clairement pas. Mais en tout cas, on est dans des dynamiques différentes, plus dures à décrire, plus dures à définir. Et c'est le principe du bouquin que d'essayer d'apporter un éclairage sur ce qui se passe sur le terrain. Et je pense que, j'espère que ça éclairera ceux qui sentent paumés. Un très grand défi, parce qu'à la conclusion de votre bouquin, c'est la République, dans son esprit, dans son essence, qui a été oublié. François-Xavier Menage, merci. Les Oubliés aux éditions Robert Laffont, enquête aux racines de la colère française et plus encore. Nous allons retrouver Brigitte Lahaye qui va nous parler de sujets peut-être plus rassurants, peut-être plus, j'allais dire, réconfortants. Mais bon, c'est aussi une image de la France qui est dans tous ses états aujourd'hui. En l'occurrence, elle était très en souffrance, mais gardons espoir pour que les choses s'améliorent. Merci. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai.